en apparence et de manière en tout cas très forte à l'heure actuelle, est en train de remettre en question le bureau, puisque nombre de salariés ont connu les joies du télétravail et que beaucoup de salariés et de sociétés se posent la question de l'avenir de l'immobilier de bureau. Alors, chez Perial, c'est pas une surprise, ça fait longtemps que nous anticipons les mutations profondes de nos sociétés et dans lequel l'immobilier est au cœur de ces changements, mutations géographiques avec le confort et l'émergence de grandes métropoles européennes dans lesquelles Perial investit, mais également sociétales. L'immobilier est-il une détention ou en tout cas son usage est-il en train d'évoluer, mais également environnemental bien évidemment, puisque Perial est très engagé dans cette dans cette diminution de l'empreinte énergétique de l'immobilier, qui est un des gros contributeurs donc du carbone donc dans nos sociétés développées. Et puis enfin, mutation technologique, puisque le télétravail a connu son succès grâce également aux outils technologiques et nous en sommes donc les premiers utilisateurs et c'est pour ça que nous pouvons communiquer à distance aujourd'hui. Alors, est-ce que en gros, la question aussi qu'on va se poser, c'est est-ce que le bureau sert à quelque chose? C'est la question que se posent beaucoup de gens à l'heure actuelle. Nous sommes convaincus chez Perial que le bureau va évoluer. Il est incontournable et notre question n'est pas de se dire pourquoi le bureau, mais comment le bureau. Donc, c'est des questions qu'on va essayer d'aborder à travers les différentes interventions que vous allez écouter. Perial n'en est pas à sa première évolution, puisque Perial s'est constitué il y a 50 ans sur justement la tertiarisation de l'économie française et a donc accompagné l'émergence notamment des premières métropoles en région en étant investisseur d'immobilier de bureau. Donc nous avons connu la tertiarisation et nous sommes en train de connaître ce qu'on peut appeler la quaternarisation de la société. C'est pas un joli mot, mais en tout cas les mutations de l'usage du bureau qui passe d'un sentiment de propriété à un usage différent où l'immeuble devient un vecteur de communication, de management, de créativité. Voilà, donc je vais laisser la parole à Loïc Hervé. Il y aura donc vous aurez la possibilité de poser des questions et je vous retrouve donc à la fin pour conclure et pour répondre également à vos questions si vous en avez. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci Eric, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc j'ai 5 slides pour vous parler de nos convictions sur la partie construction des bureaux. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui, elle n'a pas créé de phénomène nouveau. Clairement, les mutations que nous voyons aujourd'hui, elles existaient déjà avant la crise. La crise ne fait qu'accélérer fondamentalement des tendances de fond qui existaient déjà. Et qu'on a listé dans la slide suivante en 4 axes. Le premier, c'est que l'immeuble de bureau devient clairement serviciel. D'une simple approche de mètres carrés, les utilisateurs aujourd'hui veulent du service dans l'immeuble, mais également autour de l'immeuble, donc une vraie porosité de l'immeuble avec son environnement immédiat. Le deuxième axe, c'est que le bureau devient vert. On le savait, mais les choses clairement s'affirment très fortement aujourd'hui. Anne-Claire Barbéry vous en parlera juste après. La sobriété environnementale de l'actif de bureau, c'est maintenant clairement un prérequis. Les bureaux seront sobres ou ne seront pas. Depuis 10 ans, Eric le rappelait, Perial s'attache à cette démarche verte pour l'ensemble de ces produits et avait très largement anticipé l'application du décret tertiaire qui est sorti donc en octobre dernier. Le troisième point, c'est ce besoin renouvelé d'interaction sociale. Plus que jamais, le bureau est un lieu d'interaction. 5 jours de télétravail, d'ailleurs, entre nous, ce n'était pas réellement du télétravail. 5 jours de télétravail reproduits de nombreuses semaines, c'est une société qui se délite, c'est des collaborateurs qui s'isolent, c'est moins d'interaction et moins de créativité entre les collaborateurs. Le bureau, c'est typiquement un lieu inclusif pour faire société, c'est un lieu de sérendipité où on va pouvoir
croiser des collaborateurs pour qu'ils créent ensemble ce qu'on ne retrouve pas derrière une conférence Zoom, même si elle peut être efficace, elle a quand même ses limites en termes de créativité. Le quatrième point, c'est le bureau au sein de son emplacement dans les métropoles. Et on peut lire parfois un questionnement sur le phénomène de métropolisation. Chez Perial, nous sommes convaincus que le phénomène de métropolisation va se poursuivre, que l'emplacement des bureaux est clé, que la connexion des transports, la connexion des bureaux à des transports lourds et propres à moins de 10 minutes est absolument fondamentale, que la mixité de l'environnement offert par la métropole, la culture, le loisir, la santé, la connectivité et la concentration des talents et des richesses, et ce sont des facteurs clés pour l'implantation des bureaux de demain. Donc, en résumé, nous ne croyons pas à la disparition du bureau, nous ne croyons pas à sa dissémination et sa dilution sur le territoire. Il y a aujourd'hui 3 temps dans le travail, clairement. Le home office prend toute sa place et c'est la grande nouveauté suite à cette crise. Le nomadisme qui était émergent, que ce soit à travers les espaces de tiers-lieux de coworking et également le travail dans les transports, bien entendu, va se poursuivre. Mais le bureau, justement, qui fait du lien, trouve toute sa place dans ces 3 temps du travail. Si je reviens rapidement sur l'immobilier et en tant que service, l'immobilier as a service, clairement aujourd'hui, ce qu'on peut affirmer, c'est que nous avons une souplesse qui est demandée par les preneurs, directeurs immobiliers et également par les utilisateurs de bureaux. D'abord, souplesse dans la durée des contrats de location, souplesse dans la capacité d'augmenter ou de réduire ces surfaces pour faire face aux imprévus des entreprises. Et donc, il faut qu'on soit de plus en plus inventif pour offrir cette souplesse à nos clients. Une qualité des espaces informels très très important au-delà de l'espace de bureau proprement dit, sur les salles de réunion, sur les lieux de restauration, de cafétéria, de sport, sur les lieux de créativité qui doivent être mis en forme pour assurer justement cet attrait extrêmement fort du lieu du travail. Un autre point important, c'est que nous avons la conviction que le flex office, on entend beaucoup de choses sur le flex office aujourd'hui, c'est sans doute une des meilleures réponses à une utilisation souple des bureaux, à la carte et responsable également en créant de l'intensité d'usage des mètres carrés, en ne laissant pas des surfaces de bureaux à moitié vides à longueur de journée. Et puis, les services dans l'immeuble et ou autour de l'immeuble, c'est bien entendu, on le voit aujourd'hui, des révolutions dans la restauration, dans les déjeuners, dans la porosité de l'espace personnel, professionnel avec les colis, les courses, le sport, la culture qui rentre, qui sort des immeubles. Donc, il faut accompagner et la digitalisation nous aide à accompagner cette mutation des bureaux as a service. Le deuxième point, ce sont des bâtiments vertueux, slide suivante, sur des bâtiments vertueux, bien entendu, en matière de développement durable, de RSE. Donc, Anne-Claire rentrera plus dans le détail de cette partie, mais on sait globalement qu'un bâtiment vertueux, ça permet d'augmenter la productivité. Certaines études même nous indiquent que 16% de productivité peuvent être gagnés sur un bâtiment vertueux. Les utilisateurs nous le réclament, les jeunes le veulent, il faut qu'on soit fier de son bâtiment de bureau, mais également qu'on soit fier de la sobriété qu'il produit. Le bilan carbone de l'ensemble de nos entreprises clientes est fondamental, l'image même de l'utilisateur est fondamentale et elle va ressortir à travers les bâtiments de bureau que nous produisons. Donc la responsabilité à la fois des investisseurs en bureau, des producteurs et des exploitants de bureaux est clé. Eric le rappelait en introduction, nous avons aujourd'hui un tiers des émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par les bâtiments. Donc nous devons accompagner cette transition écologique vers une société décarbonée en travaillant sur la fourniture d'énergie, sur la conception de nos bâtiments et sur leur exploitation pour avoir un immobilier responsable et sain. Et sur ce sujet-là, juste pour finir, on a longtemps parlé de green value sur les actifs. Pourquoi également d'un point de vue purement financier, on ferait tout ça
Vous avez vu que le décret tertiaire est rentré en application l'année dernière, avec des obligations très claires à horizon 2030 contre des sanctions, y compris financières, de non-réduction des consommations énergétiques des bâtiments. Très clairement, nous pensons que nous allons créer de la valeur, d'abord pour la planète, bien entendu, d'un point de vue citoyen et d'un point de vue RSE, pour la qualité des investissements que nous produisons, mais également de la valeur financière sur nos actifs immobiliers en les rendant verts. Le troisième point, c'est le bureau lieu de vie, hub social, qui devient un espace de créativité, de structuration de la stratégie d'entreprise, d'expérimentation et de célébration. Certain nombre de statistiques que nous pouvons relever, notamment sur le fait que 54% de la population des actifs parisiens estiment que leurs bureaux sont une source de fierté. Le bureau, c'est un lieu où on fait société. Des collaborateurs de toutes conditions, de toute origine. On remet l'humain au cœur du réacteur et on lutte contre l'isolement et la défiance que nous constatons aujourd'hui dans notre société fracturée. C'est ce qu'on appelle pour nous l'immobilier inclusif. Et c'est un lieu où l'entreprise s'incarne. C'est un lieu où la stratégie de l'entreprise se met en place, où la représentativité, le corps social fait sens. Et c'est un lieu où on fait de la créativité. On ne peut pas faire de la créativité avec des collaborateurs disséminés 5 jours de télétravail non-stop sans se réunir à un moment donné pour interagir. Donc finalement, nous, la conclusion est vraiment ce qu'on ressent profondément à l'issue de ce confinement, c'est que ce home office, l'émergence du home office fait ressortir d'autant plus la fonction nécessaire du bureau pour réunir les collaborateurs. Et je prendrai juste une citation du patron du groupe, enfin du patron de l'immobilier d'Orange qui gère quand même 6 millions de mètres carrés, pardon, Bertrand Jasson, qui indiquait en début de semaine que le bureau reste un outil stratégique fondamental pour l'entreprise et d'interaction entre les collaborateurs. Enfin, pour terminer, sur le phénomène de métropolisation, donc je vous l'indiquais en introduction, nous avons la conviction que cette métropolisation va se poursuivre. La demande locative, elle se concentre, on l'a constaté avant crise, massivement dans les centres urbains déjà établis, qui offrent une mixité d'usages. Et on le voyait bien avant la crise, il y avait des zones avec zéro vacances, il y avait des zones qui, malgré un haut cycle immobilier, avaient des niveaux de vacances significatifs. C'est bien que le marché était en mutation structurelle très significative. Donc, Perial le fait, et c'est le pari gagnant de Perial depuis plus de 50 ans, d'accompagner l'évolution des métropoles régionales, qu'elles soient françaises et maintenant dans notre stratégie d'investissement européenne, pour se concentrer dans les métropoles, près des transports en commun, dans des zones où on offre de l'éducation, de la culture, de la santé, une très forte connectivité. Le très haut débit est fondamental pour assurer ces 3 temps de travail. La métropole le permet, elle concentre les emplois, elle concentre les richesses. Elle permet également, d'un point de vue sociétal, de lutter contre l'étalement urbain en réinventant la ville sur la ville et en créant de la densité plutôt que continuer à tartiner des mètres carrés et à éloigner la ville des centres urbains. Donc, pour conclure, et avant de passer la parole à Anne-Claire juste après sur la partie santé de cet immobilier, le bureau n'est pas antinomique du télétravail. Au contraire, encore une fois, le télétravail renforce la nécessité de mettre en avant des bureaux désirables. Et Anne-Claire, je passe la main sur la partie santé, smart building, safe building. Parfait. Merci beaucoup, Loïc. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de constats, de convictions que Loïc vient d'exprimer. Et tous ces éléments-là, en fait, nourrissent notre vision du bureau de demain qui s'oriente vers un modèle qui combine à la fois l'enjeu smart, flexible, adaptable, digital, et l'enjeu de santé, de safe building. Un bâtiment qui protège, qui est la première fonction, et qui soigne également. Alors, pourquoi cette vision du smart au safe building? Alors, le premier point, c'est qu'évidemment, on passe aujourd'hui plus de 90% de notre temps à l'intérieur des bâtiments. C'est devenu notre nouvel habitat naturel. Et comme tout habitat naturel, il influe sur notre état de santé et notre état de confort. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé
indique clairement que le bureau a un rôle majeur à jouer sur la société en général, puisque cela impacte non seulement l'état de santé et le confort des employés, mais également indirectement l'état de santé et de confort des cercles familiaux des employés qui, quand ils reviennent chez eux, peuvent transmettre aussi ces bonnes pratiques en termes de confort et de santé. Il y a énormément d'études qui sont disponibles et qui démontrent en fait l'impact des paramètres intérieurs et extérieurs d'un bâtiment sur l'état de santé des utilisateurs. Par exemple, la qualité d'air intérieur, l'accès direct à la lumière naturelle, l'accès à des services. Tout cela a un impact mesurable et prouvé sur notamment la productivité et le bien-être des employés. Donc il y a une valeur en fait assez directe entre cet enjeu, ces paramètres de confort et de santé du bâtiment, et donc du bâtiment de bureau, et la valeur qui est créée pour l'entreprise. Et d'ailleurs, ça, les professionnels de l'immobilier l'ont très bien compris, cet enjeu de valeur immatérielle, c'est-à-dire que effectivement, au-delà des caractéristiques classiques d'un bâtiment qui font partie de la valeur qui est estimée, les performances environnementales, les performances sanitaires des actifs de bureau permettent d'apporter cette valeur supplémentaire aux entreprises. Et donc, il y a bien un changement de paradigme. On n'est plus uniquement orienté sur le bâtiment lui-même et ses caractéristiques physiques, mais bien centré sur comment le bâtiment a un impact positif sur les utilisateurs et sur les sociétés. Et un troisième point aussi qui vient étayer notre vision du smart au safe building, c'est-à-dire qu'on est convaincu que le bâtiment de bureau a un rôle majeur à jouer dans la mitigation des risques climatiques et des risques sanitaires qui arrivent de plus en plus fortement, de plus en plus fréquemment, comme on a pu le voir. Ce bâtiment de bureau peut donc prendre en compte ces risques-là et les anticiper pour garantir, encore une fois, cet enjeu de protection aux utilisateurs. En termes de résilience climatique et de résilience sanitaire, c'est là où il y a, en termes sur la classe d'actifs de bureau, c'est bien là où il y a le plus d'innovation en matière de qualité sanitaire et de résilience climatique. Si on passe à la slide suivante, on est tellement convaincu par le rôle que le bâtiment de bureau doit et peut jouer que nous avons positionné notre futur siège social comme un démonstrateur du bureau de demain. Alors, le premier point, évidemment, en termes de santé, puisque le bâtiment donc, qui est situé à Paris dans le 17e a obtenu la certification Fitwel et c'est une première en France. Le label Fitwel est un label d'origine américaine qui valorise l'impact positif du bâtiment sur le confort et la santé des utilisateurs via ses caractéristiques techniques, son bâti, mais également ses aménagements, ses services et sa localisation. Donc tous les éléments qui contribuent à améliorer la santé et le confort des utilisateurs, mais également des visiteurs, sont valorisés. Et on a obtenu en plus le meilleur niveau disponible sur ce label. Donc on est très fiers. Mais évidemment, ce n'est pas l'unique point sur lequel on a voulu travailler. En termes de performance environnementale, on a inscrit notre siège dans le plan climat 2030 qui vise à fixer des objectifs sur l'ensemble de nos activités à l'échelle du groupe en matière de décarbonation. Et l'objectif pour notre siège, c'est bien d'avoir un suivi très précis de nos consommations et de pouvoir avoir des actions d'amélioration en continu pour décarboner, pour réduire l'impact environnemental de nos activités. Ça se traduit notamment par un certain nombre d'espaces végétalisés, des potagers, mais également une promotion de la mobilité active, notamment avec l'incitation pour les cyclistes en fait, de venir à vélo sur le siège et avec des infrastructures qui permettent de les accueillir. Et enfin, en termes d'innovation, au-delà de ces deux sujets de santé et d'environnement, en termes d'innovation en manière générale, on va expérimenter ces nouveaux modes de travail dont Loïc a parlé, en matière de flex office notamment,
qui nécessitent d'installer un certain nombre de nouveaux équipements digitaux pour nous assurer que l'interaction au sein du bureau, mais aussi entre des personnes qui ne seraient pas sur le même site, puisse se faire de manière la plus efficace possible. Et donc, c'est bien sur ce point qu'on travaille. Donc, ce sera voilà, notre siège social sera un véritable démonstrateur de notre savoir-faire, de nos valeurs. Ce sera un écrin pour nos partenaires, pour nos clients, et un vaisseau amiral pour nos talents. Donc, c'est encore une fois la démonstration que le bureau, le bâtiment de bureau, c'est bien plus que des espaces de travail. Alors, pour mettre en pratique nos convictions, on peut compter en interne sur une palette d'expertises qui sont mises au profit d'une performance durable et responsable. Si on passe à la slide suivante, en matière de stratégie d'investissement, voilà, on vous propose de vous présenter 3 exemples qui montrent que notre stratégie d'investissement prend bien en compte tous ces éléments en intégrant notamment dès la phase de préacquisition les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, les enjeux ESG, que l'on analyse pour chaque actif selon une grille de critères que l'on a définie, qui sont alignés sur ceux du label ISR. L'enjeu est bien d'anticiper les évolutions et de pouvoir s'aligner sur les meilleures pratiques. Donc, très concrètement, on analyse les performances environnementales, les impacts carbone, un certain nombre d'équipements techniques, mais également les services qui sont disponibles sur l'actif, qui sont disponibles à proximité, en notant vraiment cette qualité de service, et également en anticipant les meilleures pratiques à intégrer aussi avec les futurs preneurs. Notre équipe d'investissement a aussi une capacité de sourcing très forte, puisqu'en 2019, elle a identifié un volume d'actifs de près de 28 milliards d'euros, ce qui permet ensuite de sélectionner les actifs qui sont vraiment les plus alignés avec les stratégies de nos fonds. Et d'ailleurs, parmi les dernières acquisitions, nous prenons bien en compte les bâtiments qui permettent justement ces nouveaux modes de travail. Un exemple, Aircom, un actif de bureau de plus de 9000 m² situé à Rueil-Malmaison, et qui aligne de très belles caractéristiques. Un restaurant d'entreprise, des patios, des terrasses végétalisées, comme vous pouvez le voir, une salle de sport, et surtout labellisé sur les meilleurs standards, BREEAM, Very Good, BBC, Finergie Rénovation et HQE, qui ont été obtenus dans le cadre des travaux de rénovation. Si on passe à la slide suivante, en termes de stratégie d'asset management cette fois-ci, nous sommes profondément convaincus que nous devons écouter, comprendre, échanger avec nos locataires de manière très régulière pour justement anticiper l'évolution de leurs besoins, de leur métier et de leur secteur, ce qui nous permet aussi d'être plus résilients face aux crises, puisqu'on a pu anticiper les évolutions, puisqu'on a pu aussi tisser des liens très forts avec nos locataires, et de les faire aussi participer à l'atteinte de nos objectifs communs, notamment en termes climatiques, tout en optimisant leurs coûts. Donc c'est pour ça que notamment on organise un certain nombre de comités verts qui sont liés aux annexes environnementales qu'on a pu signer avec eux. On a également identifié les locataires les plus importants que l'on voit de manière plus régulière dans le cadre d'un club, on va dire VIP, qui nous permet encore une fois de tisser vraiment des liens très forts. En termes de performance énergétique, l'enjeu est bien inscrit notamment dans PFO2, mais c'est valable également pour l'ensemble des fonds, de pouvoir, encore une fois, se rencontrer régulièrement et de pouvoir améliorer les performances énergétiques des actifs, ce qui se démontre année par année, notamment dans le cadre de la stratégie de PFO2 qui nous engage à réduire de 40% sous 8 ans la consommation d'énergie et de 30% la consommation d'eau également sous 8 ans de chaque actif. Et donc ça, on a besoin évidemment d'avoir une proximité très forte avec l'ensemble de nos locataires, mais également des équipes qui interviennent de manière technique et opérationnelle sur les actifs. Tous ces éléments-là amènent un certain nombre de résultats que vous pouvez voir sur l'exemple du DUFI. Et le troisième exemple qu'on souhaitait aussi mentionner, c'est qu'évidemment, ces relations de proximité nous permettent en fait d'avoir des échanges et des négociations
les plus sereines possibles en temps de crise, qui nous permettent de comprendre les cas particuliers de certains de nos locataires qui nécessitent des négociations précises. Sur la slide suivante, un point qu'on souhaitait également mettre en avant, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas seul. On a évidemment une stratégie de partenariat assez précise qu'on a voulu illustrer sur trois points précis. Loïc l'a mentionné, sur l'immobilier inclusif, on est fondamentalement convaincu que le bureau, ce n'est pas uniquement des espaces de travail, mais que ça participe bien à une activité locale. Dans le cadre d'un certain nombre de partenariats, on est assez fiers de pouvoir rappeler qu'avec Habitat et Humanisme l'année dernière, on a pu participer au financement d'une maison, de la Maison Saint-Charles, qui est 6 logements à destination de familles monoparentales, qui est un vrai lieu de vie solidaire et intergénérationnel. Et la société de gestion, donc pareil, le Asset Management, a soutenu les dons de ses clients associés par un don complémentaire qui a permis d'aménager ces logements-là. Un deuxième exemple, la résilience financière, je l'ai indiqué, l'enjeu est de comprendre les caractéristiques de nos locataires pour pouvoir anticiper des évolutions et les enjeux en cas de crise. On a un partenariat avec Altares qui nous permet en fait d'avoir une information très précise sur la santé financière des entreprises locataires, et 85% des entreprises locataires ont été analysées en risque faible et très faible avant la crise du Covid. Et enfin, le troisième exemple, en termes de résilience climatique, puisque c'est un enjeu très fort chez Perial, nous sommes au conseil d'administration de l'Observatoire de l'immobilier durable, qui est une association reconnue d'utilité publique et qui réunit un certain nombre d'acteurs du secteur pour réfléchir sur les sujets notamment climatiques, mais de manière générale sur les sujets ESG, qui aboutissent systématiquement à la création et développement d'outils ou de benchmarks. Et donc, par exemple, sur l'enjeu climat, on a participé à un outil que Yann va présenter juste après, très rapidement, qui est l'outil BAT-ADAPT, et qui permet en fait de cartographier pour chaque actif, selon son adresse et les caractéristiques du bâtiment et de son utilisation, les risques associés aux aléas climatiques. Ça nous permet, nous, d'identifier, même dès la phase de préacquisition, les risques à anticiper, et sur le patrimoine existant, d'identifier aussi des mesures pour réduire les risques qui peuvent arriver sur ces actifs-là. Voilà, je vais laisser Yann poursuivre pour vous montrer que toutes ces stratégies-là aboutissent à des résultats très concrets. Merci Anne-Claire. Bonjour à tous. On va passer à la slide suivante. Donc effectivement, comme le disait Anne-Claire, l'objectif de tout ça, c'est bien évidemment de servir la performance des fonds et d'obtenir des résultats concrets. Les résultats concrets dont nous sommes le plus fiers sont notamment sur PFO2, qui a été novateur et pionnier, et qui reste pionnier depuis 10 ans. Vous voyez que déjà 84% de nos actifs sur PFO2 sont alignés sur le décret tertiaire. Ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que c'est quelque chose qui va s'imposer à toutes les sociétés de gestion et tous les propriétaires d'immobilier commercial d'ici à l'horizon 2030. PFE2 a déjà fait le travail, puisque je vous rappelle que également 100% de nos actifs sur PFE2 qui sont détenus depuis plus de 7 ans ont atteint tous sur leur objectif de baisse de consommation d'énergie et de consommation d'eau qu'on s'était fixé initialement. Et tout ça, ça ne vient pas obérer la performance, bien au contraire, ça vient dynamiser la performance. Si vous prenez nos performances 2019, l'ensemble de nos SCPI ont délivré une performance meilleure que la moyenne du benchmark de l'UIF. Et donc, on peut démontrer que avoir des objectifs précis et concrets en matière de développement durable, ça permet
de booster cette performance. 41% des actifs de PFO2 sont certifiés. On va aller vers toujours plus d'actifs certifiés sur nos actifs, non pas pour des raisons, je dirais, purement de publicité pour nous, mais simplement parce que les locataires nous le demandent de plus en plus et que c'est un vrai moyen d'attirer et de retenir les locataires. On a des locataires qui aujourd'hui sont très sensibles aux certifications et dans certains appels d'offres d'immeubles pour des locataires qui recherchent des surfaces, ils exigent d'aller dans des immeubles certifiés. Donc l'objectif est d'arriver vers une augmentation rapide de ces chiffres de certification sur l'ensemble de nos véhicules. Un point très important également qui nous permet, parce que tous ces objectifs de réduction d'énergie ne sont intéressants que s'ils aboutissent à une réduction d'énergie, de consommation d'énergie primaire et donc d'émissions de carbone. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, on a mis en place une centrale d'achat de l'énergie pour l'ensemble des parties communes et lots vacants des actifs que nous gérons, donc des 4,3 milliards d'actifs que nous gérons, et que 100% de l'électricité fournie pour ces actifs est de l'énergie verte, donc avec des certificats d'origine, ce qui nous permet d'avoir un bilan carbone sur ces actifs très faible sur les actifs que nous gérons. Vous rappelez également qu'on a obtenu la note A au principe d'investissement responsable, donc ce qu'on appelle les PRI de l'ONU. Depuis 2017, nous avons systématiquement obtenu parmi les meilleures notes. Donc c'est quelque chose auquel nous attachons beaucoup d'importance. Et je pense qu'on peut passer à la slide suivante, où pour vous rappeler que tout ça, effectivement, sert la performance de nos véhicules. Nos véhicules sont sur une très très bonne dynamique. Nos 3 véhicules ont augmenté leurs dividendes systématiquement depuis 2 ans. Et ont augmenté également leur valeur de part tous l'année dernière. PF Grand Paris à nouveau cette année. PF Grand Paris, c'est même la 3e année consécutive qu'on augmente les valeurs de part. Ces transformations que vous ont présentées Eric et Anne-Claire, comme l'a rappelé Loïc, ce n'est qu'une accélération de choses qu'on voyait déjà. La métropolisation de l'économie, la tendance des locataires à aller vers les villes-centres, le fait d'aller vers des immeubles, vers, je dirais pas plus de bureaux, mais mieux de bureaux, c'est quelque chose que nous avions déjà analysé depuis plusieurs années. Et si vous regardez l'ensemble des acquisitions qu'on a faites sur ces 3 véhicules depuis plusieurs années, nous n'avons acheté que des immeubles bien situés, proches de transports en commun, loués à des locataires solides, dans des grandes métropoles européennes. Et ça porte ses fruits. Et ça nous permet d'aborder la crise dans les meilleures dispositions, puisqu'il vaut mieux être sur ces dynamiques, puisque ces dynamiques nous ont permis également d'augmenter nos réserves sur ces 3 véhicules. On peut passer à la slide suivante. On a des réserves importantes sur PF Grand Paris, puisque nous sommes à plus de 3 mois de réserve, puisque depuis 3 ans, nous avons fait augmenter ces réserves sur PFO2 et PFO également, où nous avons largement plus d'1 mois de réserve de report à nouveau. La crise qui nous frappe, pour parler du marché de bureau, elle frappe à un moment qui est, je dirais, où toutes les planètes étaient alignées en marché immobilier. Et donc, c'est quand même, ça sera plus facile pour l'immobilier tertiaire de se relever que après la crise de 2008 ou 2009, où au contraire, il y avait à la fois des taux de vacances très élevés dans les villes et beaucoup de construction. Aujourd'hui, si vous regardez les chiffres du premier trimestre 2020, juste avant le Covid, les taux de vacances dans toutes les grandes villes françaises et européennes étaient à leur plus bas historique.
il y avait une vraie dynamique locative, et donc il faut mieux aborder la crise avec un stock de locaux vacants qui est très faible. Par définition, à Paris, si on prend l'exemple de Paris, il y a moins de 3% de locaux vacants, et si vous avez essayé de chercher des surfaces de plus de 1000 m² à Paris, vous vous rendez compte que c'est tout simplement impossible. Il n'y en a pas de disponible. Et c'est vrai à Nantes, c'est vrai à Lyon, c'est vrai à Amsterdam. Donc c'est un marché qui était très sain économiquement, et qui nous permet de voir l'avenir de façon relativement optimiste. C'est pour ça que vous avez remarqué que sur nos 2 SCPI de bureaux purs, nous avons mis nos fourchettes de dividendes. Donc là, on vous présente les fourchettes de dividendes que vous aviez déjà vues, qui ont été révisées suite à l'impact du Covid. Et vous remarquez qu'on a mis en haute fourchette le dividende que nous avons versé l'année dernière, 22 € pour PF Grand Paris et 9 € pour PFO2, parce que nous pensons qu'il est encore possible que nous atteignions ces dividendes malgré l'impact du Covid, tout simplement parce que les SCPI bureaux, ces transformations seront absorbées par le marché et seront à plus moyen terme que l'impact qu'on peut vivre sur le commerce. Quand on vit sur le commerce, c'est un impact qui est direct, qui a un impact de difficulté des locataires et de faillite, et donc qui va se ressentir très fort très vite. Alors que l'impact sur le bureau, c'est un changement de culture, certes qui a été accéléré, mais qui va prendre un peu de temps, puisqu'on a des locataires solides qui sont engagés sur des baux longs, et donc on va pouvoir accompagner cette démarche. Ça fait 53 ans que notre plus ancienne SCPI, PF Grand Paris, existe, et ça fait 53 ans qu'on accompagne les évolutions de bureaux. Vous imaginez bien que le bureau en 1966, quand on a commencé PF Grand Paris, n'avait plus rien à voir avec le bureau de 2000 ou le bureau de 2010. Le bureau, c'est une matière qui évolue en permanence. Et donc, il va subir encore des évolutions, comme vous le disiez Loïc et Anne-Claire, mais on pense être particulièrement bien préparé avec des SCPI qui sont toutes de taille significative, donc supérieure à 750 millions d'euros et jusqu'à 2,3 milliards pour PFO2. Pensons que nous sommes dans de très bonnes dispositions pour pouvoir affronter ces nouveaux challenges, et surtout constater que cette crise qui s'est installée vient renforcer nos convictions qu'on vous avait déjà présentées depuis plusieurs années sur la métropolisation, sur le mieux de bureaux. Je vais repasser la parole à Anne-Claire pour parler de nos engagements. Merci Yann. Alors effectivement, on l'a vu, vous avez pu écouter et voir nos constats, nos convictions et nos expertises et nos performances. Évidemment, on ne s'arrête pas là. Notre enjeu, c'est de pouvoir poursuivre et renouveler nos engagements qui donc intègrent cette vision du bureau de demain, bureau qu'on souhaite à impact positif sur l'environnement, sur la société en général et sur le territoire. Alors pour cela, il y a un certain nombre de projets et d'engagements qu'on a pris et qu'on continue à prendre, notamment en termes de bas carbone, puisque le plan climat que l'on a publié en 2019 inscrit à horizon 2030 une décarbonation de nos activités, et avec des engagements très forts, des objectifs très forts à atteindre sur l'ensemble de nos fonds en termes de réduction de l'empreinte carbone. Un enjeu également en termes de biodiversité. On souhaite cartographier et comprendre comment les actifs des fonds participent à préserver et à améliorer la biodiversité locale. Donc ça, c'est un travail qu'on a lancé également. Je vous le mentionnais tout à l'heure sur l'exemple de notre futur siège social. Nous avons identifié et signé un partenariat avec Cycling Score qui nous permet de valoriser à la manière d'un label la mobilité décarbonée sur les actifs, donc c'est-à-dire de valoriser les infrastructures et les services pour accueillir les cyclistes qui se rendent sur leur lieu de travail. Un point également évidemment très important sur l'enjeu de l'offre de services aux locataires, que l'on renouvelle et que l'on renforce en permanence en échangeant encore une fois très régulièrement avec nos locataires.
Un sujet également qui nous semble assez clé dans le cadre de la vision inclusive de l'immobilier, de comprendre comment on peut avoir une logique d'occupation temporaire sur les surfaces vacantes avant restructuration. Et enfin, un sujet qui est le fil rouge de nos engagements finalement depuis 2009, c'est de pouvoir obtenir la labellisation ISR pour PFO2, à laquelle on se prépare depuis plusieurs années maintenant. Nos outils et nos méthodologies sont bien rodés et donc on attend toutes et tous la publication du décret pour pouvoir finaliser cette labellisation. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute. Je crois que Yann va répondre aux quelques questions que l'on a reçues, et Loïc également, et je pense qu'il y aura une conclusion finale avant de peut-être vous laisser la parole pour d'autres questions éventuellement. Merci beaucoup. Merci Anne-Claire. Merci à tous. N'hésitez pas à utiliser le module de questions-réponses qui est à votre disposition en bas pour nous poser des questions. On vous avait demandé de nous en envoyer quelques-unes à l'avance et donc on a fait le tri. Elles restent toutes sur des thématiques semblables. Et donc on va commencer une première question pour Loïc sur la façon de restructurer les immeubles de bureaux. Est-ce qu'il est possible et facile de restructurer les immeubles de bureaux en habitation? Est-ce que c'est un avenir pour le bureau? Alors, sur la deuxième partie de la question, non, je ne pense pas en soi que ce soit un avenir pour le bureau, puisque j'espère qu'on a réussi à passer le message à l'ensemble des participants. Pour nous, le bureau avait un avenir radieux qui va évoluer. Donc, est-ce que la question pourrait être posée d'une façon inverse? Est-ce que pour le résidentiel, il peut avoir une source de réduction de la crise du résidentiel dans les zones tendues en transformant des bureaux en habitation? Très sincèrement, on peut le faire et on a 2 exemples en cours de notre patrimoine d'immeubles à Suresnes qui vont être transformés en résidentiel. Il faut un certain nombre de facteurs pour que ça fonctionne d'un point de vue économique. D'abord, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il faut que l'emplacement soit de qualité et connecté au transport en commun. Parce que forcément, on va pas aller faire du logement dans des zones très très lointaines. Il faut également que l'écart de valeur dans la zone en question entre le résidentiel et le bureau soit significativement avantageux pour le résidentiel, parce qu'il va falloir encaisser des pertes de surface de parties communes dans le résidentiel qui existent beaucoup moins dans la partie bureau. Et puis souvent, il faut que la collectivité apporte des droits à construire complémentaires dans le cadre d'une restructuration pour aider à ce que l'équation fonctionne, tout en ne la pénalisant pas, en ajoutant des quotas de logements sociaux trop importants sur les logements en question. Donc, parfois, oui, ça fonctionne. Et quand ça fonctionne et on a des immeubles du bureau qu'on pense pouvoir se décaler par rapport à leur marché, eh ben, bien entendu, dans l'intérêt des fonds, on poussera à ces transformations dans le cadre souvent de cessions d'actifs immobiliers. Mais ce n'est pas un réel marché, c'est une niche et ça ne réglera pas la crise du logement non plus. Merci Loïc. Anne-Claire, une question très simple que j'ai vue arriver pour toi. Quand est-ce que le label ISR immobilier sortira? Ça, c'est la Grande grande question. Normalement, le texte a été validé par la direction du Trésor et devrait faire l'objet d'un décret qui devrait être publié dans les prochains jours. Donc, on attend tous ce moment avec impatience, mais là, on compte davantage en termes de jours qu'en termes de semaines ou de mois, ce qui est plutôt positif. Donc, voilà, on est tous dans l'attente. Ça devrait être assez imminent maintenant. Merci. Je vais prendre une question pour moi, parce qu'il y avait une question sur les niveaux de RAN et l'utilisation du report à nouveau. Donc, on vous les a montrés en slide. C'est plus de 100 jours sur PF Grand Paris, presque 50 jours sur PFO2 et 45 jours sur PFO. Donc des niveaux de RAN conséquents. Oui, notre politique, c'est ce qu'on disait depuis plusieurs années. On les a reconstitués depuis plusieurs années parce qu'on avait conscience d'être plutôt dans une phase haute du cycle et que nos véhicules fonctionnaient très bien. Donc c'était le bon moment, il nous semblait, pour mettre un peu de réserve pour les moments plus difficiles. Cette année va être évidemment une année difficile.
Donc, on n'hésitera pas à utiliser le RAN si on en a besoin en fin d'année. Par contre, effectivement, on l'utilisera plutôt en fin d'année, une fois qu'on aura une vision précise de l'année. On commence déjà à avoir une vision un peu plus précise, et notamment une fois que les comptes du T2 seront sortis à la fin de ce mois, début du mois suivant. Mais on n'hésitera pas effectivement à utiliser le RAN. Une question pour Loïc, que je recoupe avec une question qui est arrivée. Peugeot annonce faire une coupe importante concernant leur bureau. Pensez-vous que les autres entreprises suivent ce mouvement? Si oui, l'impact pourrait être important pour les SCPI bureaux. Donc, est-ce que Oui, toutes donc les entreprises vont partir, Loïc? c'est la question de la réduction des mètres carrés. Donc, on a vu la politique de PSA. Très sincèrement, sans vouloir apporter de critique, je pense qu'on est un petit peu dans la surréaction à ce niveau-là. Et je ne pense pas que. On a la conviction clairement que de mettre l'ensemble des collaborateurs en télétravail, en supprimant tous les immeubles de bureaux, vont améliorer la stratégie de la conduite des entreprises. Je vous citais l'exemple à l'inverse du groupe Orange qui croit dans ces 6 millions de mètres carrés de bureaux et qui va continuer à investir massivement dedans. Donc non, à l'inverse de la déclaration de PSA, nous n'enregistrons pas des demandes massives. Encore une fois, le bureau y mute, on l'a indiqué. Donc, d'une logique purement métrique, on passe à une logique de plus de services, de moins de bureaux individuels. On passe également d'une logique au coût au poste de travail plus que à une logique de loyer au mètre carré pour les entreprises, donc optimiser un peu plus intelligemment l'utilisation des usages de mètres carrés. Alors après, comme je vous l'indiquais dans le phénomène de métropolisation, il faut distinguer deux phénomènes. Le phénomène des bureaux parfaitement bien situés sur les nœuds de transport dans des endroits désirables. Et donc là, je n'ai pas le sentiment que nous allons vers des augmentations importantes de la vacance locative. Au contraire, la demande va se concentrer sur ces zones-là. En revanche, tout ce qui n'est pas connecté ou un petit peu lointain ou hors métropole aujourd'hui va poser question et on peut imaginer que oui, il risque d'avoir des réductions de surface significatives avec une vraie réflexion à avoir sur ces zones-là. Chez Perial, on en a la conviction depuis plusieurs années, comme on vous l'indiquait, et ça drive clairement notre politique d'asset management au sens très large, c'est-à-dire nos investissements qui sont concentrés sur les emplacements pour lesquels nous avons une vraie conviction, nos cessions également. Nous réalisons beaucoup de cessions justement quand on anticipe des évolutions négatives de certaines implantations pour anticiper les difficultés qu'on pourrait avoir avec nos preneurs. Et puis enfin, les redéveloppements, puisque on le voit, et le changement, encore une fois, des municipalités à l'heure actuelle va nous permettre de, bien entendu, garder le contact avec les nouvelles municipalités, des redéveloppements, des modifications des droits à construire sur les actifs. Tous ces éléments-là nous permettent de faire muter intelligemment nos actifs. Donc je ne pense pas que on puisse apprécier cette réponse globalement. Il faut la voir par rapport à la qualité des bâtiments, par rapport à leur emplacement. Certes, il va y avoir des délibérations, on ne va pas se mentir, mais si les patrimoines sont bien situés et répondent aux standards qui sont demandés par les preneurs, il n'y aura pas de problématique significative. Merci Loïc. Une question qui revient souvent, effectivement, que je vais prendre pour moi. Est-ce que le prix des bureaux va baisser prochainement? Il y a deux questions là-dedans. Il y a une question de prix à l'acquisition et une question de valeur. La question de prix à l'acquisition, notre vision, et je pense on a assisté à pas mal de séminaires d'experts récemment, ou de webinaires d'experts ou d'agences en marché. La vision du marché à l'heure actuelle, c'est de dire que les actifs les mieux situés et les plus solides, avec des locataires solides, avec des normes récentes, avec des constructions récentes, leurs taux de rendement ne vont pas vraiment bouger parce qu'il y a beaucoup d'argent à investir sur le marché et que ce soit Perial ou d'autres, mais pas que les SCPI, tous les acteurs de l'immobilier de bureau vont devoir acheter et vont se positionner sur ces immeubles. Et on le voit déjà sur les appels d'offres qui sont en cours. Il y a déjà des appels d'offres en cours. Il y a énormément de gens présents pour acheter ces immeubles. Par contre, sur les immeubles moins bien situés, voilà,
en dehors des métropoles, sur des immeubles plus vétustes, avec des états locatifs plus compliqués, là, on pense que les taux vont remonter. Parce qu'il y aura moins d'acteurs pour se positionner, comme souvent en temps de crise. Ça peut être aussi l'occasion d'avoir des opportunités, mais on pense qu'il va y avoir une vraie hiérarchie des taux qui va se faire. Sur l'évolution des valeurs, ce qu'on peut dire, c'est que les experts ont d'ores et déjà annoncé qu'ils n'allaient pas bouger fondamentalement les valeurs au 30 juin, parce qu'il était trop tôt. Et donc la vraie question est au 31 décembre. De toute façon, les SCPI sont valorisés au 31 décembre. Un argument quand même fort en faveur de nos SCPI, c'est qu'on a des valeurs de reconstitution qui sont bien au-delà de nos prix de part. Et donc on a des marges suivant nos SCPI entre 11 et 15% avant de devoir être contraint réglementairement de bouger nos valeurs de part. Donc ça, c'est un premier élément. Et au-delà de ça, encore une fois, on avait pris le parti depuis plusieurs années d'avoir un patrimoine. Si vous vous souvenez, les slides qu'on vous avait déjà montré précédemment dans d'autres webinaires, le patrimoine de PFO2 sur 2,4 milliards, il y a uniquement 5% de son patrimoine qui est en dehors des grandes métropoles européennes. Les experts nous disant que c'est dans ces grandes villes que les valeurs vont moins bouger, on a plutôt tendance à être optimiste sur les valeurs. Les valeurs risquent de bouger sur le commerce. Elles avaient déjà, mais encore une fois, ce n'est qu'une accélération. Les valeurs du commerce avaient déjà baissé depuis 2 ans. Elles risquent de continuer à baisser. Sur le bureau, ça dépendra vraiment de la localisation et de la vétusté et de la qualité de l'état locatif. Et on pense qu'on a des SCPI qui sont relativement robustes sur ce sujet. Et j'en profite pour une réponse à une question que j'ai vue également en disant que voilà, que le vrai impact, ça sera sur les taux d'occupation, ça sera la crise économique. Et c'est effectivement le cas. Si on part sur une prospective de ce que seront les SCPI dans les 2 à 3 ans à venir, la vraie question, c'est quelle sera l'ampleur de la crise. Il y a eu l'annonce ce matin de l'extension du chômage partiel jusqu'à octobre. On pense que c'est une très très bonne nouvelle pour nos locataires qui va nous permettre, je pense, à nos locataires de passer des moments plus difficiles et d'aller plus vers une reprise en V. Si on a une reprise en V, l'impact sur nos taux d'occupation devrait rester relativement faible. Si on a une reprise en U qui s'éternise ou en L, effectivement, ça sera plus compliqué pour nos taux d'occupation. Et j'en profite encore d'ailleurs parce que j'ai vu une question passer sur le taux d'occupation de Grand Paris à 83%. Pensez-vous qu'il s'améliorera? Alors c'est très en trompe-l'œil le taux d'occupation de PF Grand Paris. Regardez plutôt le taux d'occupation réel. Il est à 94,5%. Il n'a jamais été aussi élevé depuis plus de 15 ans sur PF Grand Paris. Et en fait, le TOF est bas parce que justement, on a eu une énorme activité locative sur PF Grand Paris qui fonctionne très très bien. Et donc, on a eu beaucoup de prises à bail et ces prises à bail se sont transformées en franchise. On donne toujours la franchise sur les débuts et donc c'est pour ça. Mais vous avez pu voir que c'était le cas. En général, les trimestres, comme on étale nos franchises, on les donne sur le premier trimestre. C'était déjà le cas au T1 2019 et vous avez vu que tout de suite après, c'était remonté. Voilà, c'était le cas au premier trimestre 2020 et vous verrez que dès le T2 2020, le taux d'occupation financière, donc le taux va augmenter. Mais regardez quand même le taux d'occupation réel, c'est ça qui vous donnera la tendance à long terme de la SCPI parce que la réserve de loyer, elle est sur le taux d'occupation réel. Et donc, vous voyez que sur PF Grand Paris, on est à 94,5, comme sur toutes nos SCPI d'ailleurs. On est à plus de 94% sur nos 3 SCPI de taux d'occupation réel. Donc, ce qui est un beau succès. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne sais pas si Loïc, tu as vu passer d'autres questions en attendant. J'ai vu passer une question sur les encaissements de loyer. Donc, je te laisse la main alors. Je vais la prendre. Donc, à date, on parle du deuxième trimestre. Donc, le premier trimestre, globalement, les taux sont très largement supérieurs à 90% d'encaissement sur l'ensemble des fonds. Il n'y a pas de sujet particulier. Sur le deuxième trimestre, et je pense que c'est la force de la société de gestion Perial également, d'avoir des équipes à la fois d'asset management, mais également de gestion immobilière totalement intégrées. Donc, on a eu près de 20 personnes qui ont travaillé sur l'ensemble des demandes des clients. Et pour vous donner quelques statistiques, sur l'ensemble de nos 3 fonds, nous avons eu un tiers des clients qui sont venus vers nous pour nous demander des mesures.
Ça représente tout de même 460 négociations que les équipes ont su mener et qui sont en très grande partie bouclées, puisque à date, nous avons sécurisé plus de 85% des loyers du deuxième trimestre, essentiellement en encaissement et pour un certain nombre en report de loyers contre protocole d'accord sur le troisième trimestre et le quatrième trimestre pour leur permettre de redémarrer leur activité. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est soit on a offert une mensualisation des loyers trimestriels ou des trimestriels échus. Tout cela n'a aucun impact sur les résultats trimestriels des fonds. Soit nous avons travaillé à un lissage, comme je l'ai indiqué précédemment, des loyers du deuxième trimestre sur le troisième, quatrième trimestre. Ça a un impact sur le deuxième trimestre, mais ça n'a pas d'impact à l'année sur l'ensemble des fonds. Et ça, c'est la grande majorité des mesures que nous avons mises en œuvre. Je traite le cas particulier des très petites entreprises pour lesquelles Perial, comme l'ensemble des membres de la profession d'ailleurs, à travers notre fédération de la SPIM, nous avons adopté une attitude responsable vis-à-vis de ces TPE. Donc on parle de quoi? On parle des entreprises qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui ont moins de 10 salariés et qui ont été frappés par des mesures de fermeture administrative. Donc nous avons annulé les loyers hors charge du deuxième trimestre pour ces TPE. Ça représente moins de 1% en loyer annuel pour l'ensemble des fonds. Donc l'impact n'était pas significatif pour l'ensemble des fonds. En revanche, c'est très important pour les locataires en question, puisqu'en nombre, c'est plus d'une cinquantaine de locataires qui leur permet de redémarrer leur activité, de rester dans les locaux et de ne pas nous donner congé. Et puis, vous avez les cas un petit peu plus compliqués pour lesquels il va falloir effectivement éventuellement annuler des loyers. Donc systématiquement, la société de gestion fait quoi? Elle en profite pour renégocier les contrats de location et notamment la durée des contrats de location et toute franchise de loyer qui peut être octroyée est compensée par une augmentation de la durée des contrats de location. Donc de façon à sécuriser les taux d'occupation réels des prochaines années, de façon également, Yann vous parlait de la valeur d'expertise, à soutenir les valeurs d'expertise. Une chaîne de commerce, par exemple, dans PFO, c'est une négociation que nous avons à l'heure actuelle, dont la durée des contrats de location est de 4 ans aujourd'hui. Nous avons une occasion unique de les repasser à 12 ans ferme, ce qui sécurise complètement les sujets contre certes des baisses de loyer, mais qui vont permettre de soutenir les valeurs d'expertise et au contraire les augmenter par rapport à la capitalisation, bien entendu, sur un 12 ans ferme. Donc c'est tout le travail de réglage fin que nous menons à l'heure actuelle. Encore une fois, 85% des loyers sont sécurisés. Les 15% restants, c'est pas qu'ils ne sont pas sécurisés, c'est que les négociations sont en cours et essentiellement sur des renouvellements anticipés de contrats de location. Merci Loïc. Je prends une question, j'ai vu, est-ce que les investissements se sont bien poursuivis au deuxième trimestre? Oui, bien sûr. On a pu, pendant le confinement, continuer à acheter et à étudier des immeubles. Bien évidemment, quand on a pu renégocier les prix, on a renégocié les prix. Mais comme on était sur des actifs plutôt core et bien situés, effectivement, ce sont des actifs qui étaient déjà très demandés. Donc, vous avez dû voir que sur PF Grand Paris et PFO2, on a acheté l'immeuble Aircom à Rueil-Malmaison, dont Anne-Claire vous a parlé tout à l'heure, qui est au pied du RER de Rueil, qui est labellisé, qui est loué à des locataires de premier plan comme la Matmut et Neopost. On a acheté également un immeuble, des plateaux de bureaux plutôt, dans un immeuble rue du Faubourg Saint-Honoré. Encore une fois, parce que ce sont des secteurs où la vacance est très faible et où il y a des très fortes demandes locatives. Donc ça nous paraissait très bien pour PF Grand Paris. Sur PFO2, nous avons également acheté un immeuble à Utrecht, siège de Loite pour la région d'Utrecht. Donc un immeuble qui a moins de 10 ans, loué à un très bon locataire et voilà, qui est un très bel immeuble également. Et enfin sur PFO, on a signé la promesse d'un actif à Nantes, loué 6 ans ferme à Pôle emploi. On a signé une clinique en Allemagne, louée en 20 ans ferme à un opérateur qui a une trentaine de cliniques en Allemagne. Et donc,
on a bien poursuivi les acquisitions sur l'ensemble de nos véhicules et on a des acquisitions identifiées pour le reste de l'année. Et oui, j'en profite parce qu'effectivement, on m'a fait plusieurs remarques, plusieurs questions sur le fait qu'on n'ait pas parlé beaucoup de PFO. En fait, c'était une conférence sur les bureaux. Donc effectivement, nos deux SCPI bureaux, c'est PF Grand Paris et PFO2. Donc on a moins parlé de PFO, qui est une SCPI diversifiée. Par nature, c'est effectivement une SCPI qui sera plus impactée, hein. Vous voyez, si on vous remonte les fourchettes de dividendes sur PFO, on n'a pas mis le haut de fourchette, on n'a pas mis le dividende versé l'année dernière. Parce que c'est effectivement là où on a le plus d'impact sur la partie commerce. Encore une fois, tout ce qu'on a dit sur le bureau, c'est quelque chose qui va se faire à long terme. Sur le commerce, c'est quelque chose de court terme. Mais ce qui fait que sur PFO, on pense que ça sera plutôt quelque chose de passager. PFO a aussi des bases solides, hein, et résistera, mais effectivement, l'impact sera forcément plus fort sur PFO que sur PFO2 et sur PF Grand Paris. Yann, peut-être pour compléter justement, parce que je peux faire peut-être plus un focus sur les encaissements de PFO. Donc, rappelez déjà qu'on a plus de 60% de bureaux dans PFO, donc qui suit strictement la même logique des autres fonds en termes d'encaissement et de qualité de locataires. Rappelez que nous avons des hôtels et que la problématique du moment n'est pas structurelle, mais purement conjoncturelle. Et concrètement, nous n'avons pas de défaillance de nos hôteliers puisque nous avons sélectionné des contreparties locataires de grande qualité. Donc simplement, nous les accompagnons dans la trésorerie. Donc sur PFO, il y a plus d'étalement de loyer sur le troisième trimestre et le quatrième trimestre, pour dire les choses. Mais quand on cumule et l'encaissement et ces reports de loyer, on arrive bien aux chiffres que je vous ai indiqués tout à l'heure sur les autres fonds. Donc plus d'accompagnement pour le redémarrage. Sur les commerces, c'est également le cas. Et sur la partie commerciale, c'est effectivement ce qui nous occupe aussi, je vous l'indiquais, c'est pour soutenir les valeurs d'expertise. On profite très sincèrement avec nos clients locataires commerce de renégocier des contrats de location pour rallonger la durée et les sécuriser. Nous avons globalement des commerçants qui sont très diversifiés dans PFO et les contacts que nous avons avec eux ne nous angoisse pas. Il y a des business models qui fonctionnent moins bien que d'autres. Il y en a qui redémarrent là depuis quelques jours d'une façon tout à fait correcte. Donc, c'est aussi ça la force d'être en proximité avec nos clients, c'est qu'on va les accompagner au mieux d'une façon millimétrée pour les faire redémarrer et ne pas avoir de libération de locaux sur PFO. Donc, voilà, je tenais à apporter ces précisions sur ces encaissements qui sont un petit peu différents dans leur structure, mais plus dans le cadre d'une mesure de lissage un peu plus importante. Oui, rappelez aussi qu'on n'a que des SCPI de taille importante et que donc par nature, ça lisse statistiquement l'impact. Effectivement, quand vous avez un locataire qui est impacté alors que vous en avez 3, ça peut être un très gros impact. Je dirais que PFO et les autres représenteront les statistiques d'impact sur l'économie réelle. Quand on approche du milliard sur les fonds, on peut estimer que leur diversification est suffisamment importante pour avoir une vraie représentation de l'économie réelle. Une dernière question peut-être avant que Eric conclue, qui était sur la collecte et les retraits. Déjà, merci à tous parce qu'on avait fait un premier trimestre exceptionnel, donc à plus de 200 millions de collectes et qui avait déjà tout été investi. En fait, c'est une bonne chose également, hein. Comme vous avez pu le voir, on a fait pas mal d'acquisitions cette année au premier trimestre et au deuxième trimestre, et donc on a un peu d'argent de côté pour pouvoir investir, mais on n'a pas beaucoup de stock. Et sur les retraits, très bonne surprise également, puisque on a des niveaux de retrait qui sont similaires, voire sur PF Grand Paris par exemple, inférieurs à l'année dernière. Donc aucun phénomène de retrait massif pour l'instant. Et sur la collecte post-Covid, ça a forcément fortement faibli, mais on est quand même à entre 15 et 20 millions de collectes sur nos 3 véhicules sur chaque mois depuis le Covid, et on voit que c'est en train de redémarrer là. Mais j'imagine que vous vivez la même chose.
Merci à tous. Je vais vous passer donc la parole à Eric qui va conclure ce webinaire. Merci Yann, merci à tous pour d'avoir participé à ce webinaire. Vous voyez bien que nous sommes à la fois sereins sur les effets de mode qu'il peut y avoir, notamment sur l'utilisation du bureau. J'espère qu'on vous a rassuré là-dessus si vous aviez quelques inquiétudes. En revanche, nous sommes très vigilants sur les grandes tendances qui se dessinent et qui vont profondément transformer et changer donc l'immobilier tertiaire de demain. Perial entend être un acteur important, même un leader référent. Perial a été au cours de son histoire plusieurs fois pionnier. Et là, nous comptons dans cette très forte mutation qui est en train que nous sommes en train de vivre, d'être pionniers de l'immobilier d'entreprise et notamment des nouveaux usages qui se développent. Vous avez vu également qu'il n'y a pas d'un côté la performance court terme des fonds et de l'autre une espèce de vision conceptuelle que nous cherchons à développer, mais à travers la vision conceptuelle sur laquelle nous travaillons, c'est les performances de demain des fonds et des CPI que nous sommes en train de dessiner. Elles ne sont pas uniquement financières, elles peuvent être également extra-financières et Anne-Claire vous l'a présenté, mais nous sommes convaincus que les performances extra-financières peuvent être les performances financières de demain. Voilà, donc je vous remercie. Perial est un acteur qui agit sur le long terme, donc un créateur de performances durables, et donc nous comptons nous inscrire dans cette durée dans laquelle voilà, l'immobilier, au-delà des cycles, des effets de mode, s'inscrit effectivement dans la durée. Et voilà. Et pour vos clients également, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont investi dans nos produits. Merci encore. Nous sommes tous à votre disposition si vous voulez renforcer, étoffer quelques sujets. Et puisque nous avons également bientôt donc de nouveaux produits à vous présenter, et donc ce sera également une occasion de se revoir et peut-être pas uniquement en visioconférence. Merci à vous tous et puis je vous souhaite donc une bonne après-midi. Merci. Merci à vous.